Les origines du cosmos et le terre regardaient le ciel nocturne parsemé d'étoiles, son esprit en quête de vérité profonde. Daphnéon, son maître, s'assit calmement à ses côtés, prêt à dévoiler les origines mystérieuses du cosmos grec, avant que n'existent Zeus et les Olympiens. Commença Daphnéon d'une voix posée. Il y avait le chaos, un vide infini et informe, véritable matrice de toutes choses. Ce mot fascinait Éleuthère, lui qui cherchait à comprendre la naissance du monde tel qu'on le lui racontait. Phédrie, la gardienne des savoirs anciens, intervint doucement. Le chaos primordial n'était pas un dieu au sens que nous connaissons, mais plutôt un état originel, une absence de toute forme. De ce néant surgirent ensuite les premières entités, celles qui façonnèrent la réalité. Éleuthère imaginait alors un univers suspendu entre néant et possibilité, où chaque élément naissait d'un souffle ancien, invisible mais puissant. Callirhoé, compagne fidèle d'Éleuthère, ajouta que parmi ces premiers êtres se trouvait la terre, la nuit, l'érèbe et l'éther. Leur apparence n'était pas celle de figures anthropomorphes, mais plutôt celle d'essence, de force naturelle qui commençait à prendre sens. Lysandre, le conteur, prit la parole pour raconter comment Gaïa, la terre-mère, émergea du chaos pour apporter une base solide à l'univers. Sans la terre, expliqua-t-il, les autres entités auraient été comme des esprits errants sans foyer. Théodoros, souvent critique et sceptique, intervint pour poser la question essentielle. Comment expliquer ce passage du néant au concret ? Daphnéon répondit que les mythes grecs laissaient cette transition volontairement mystérieuse, soulignant que le monde venait d'un mélange d'ordre et de désordre. Chaos, dit-il, signifie simplement ouverture ou gouffre, une source infinie et indéfinie d'où tout pouvait naître. Eudoxe, sage du passé, partagea la vision que ces premières divinités incarnaient les éléments fondamentaux du cosmos. La lumière d'un côté et l'obscurité de l'autre, la matière brute contre le vide infini. Comprendre cela, affirma-t-il, c'est saisir que le monde fut conçu non pas comme un tableau fini, mais comme un processus vivant et mouvant. Éleuthère réfléchit à la notion d'intemporalité du chaos. Ce n'était ni le passé ni le futur, mais un état remplacé progressivement par l'apparition de ce qui forme notre réalité. Daphnéon expliqua que c'est de ce substrat primitif que s'élevèrent les titans, géants colossaux et premières divinités à prendre corps, venus avant même les dieux que l'on connaît aujourd'hui. Ils représentent la force brute et la puissance archaïque, poursuivit-il, bien différents des Olympiens plus civilisés et ordonnés. Callirhoé exprima alors son admiration pour Gaïa, indissociable de la naissance des titans. Elle fut celle qui enfanta Ouranos, le ciel étoilé, compagnon à la fois protecteur et oppressant, précisa-t-elle, évoquant la complexité de ces êtres mythologiques. Éleuthère comprit que la naissance du cosmos ne fut ni simple ni linéaire, mais un enchevêtrement d'actes par lesquels les forces naturelles se déclarèrent. Lysandre décrivit comment Ouranos et Gaïa engendrèrent les premiers titans, 7 mâles et 7 femelles, symboles de puissance primordiale. Cronos, le plus jeune, prit le pouvoir en renversant son père, poursuivit-il, montrant ainsi la tension entre générations divines. Théodoros, qui semblait trouver son plaisir dans ces récits, demanda quelle portée symbolique avait cette succession. Daphnéon expliqua que cela signifiait la lutte constante entre l'ordre ancien et le renouveau. Phédrie ouvrit alors un ancien manuscrit, révélant des fragments oubliés racontant la mot de la terre contre le ciel. Un combat cosmique où naquit l'équilibre de l'univers. Ces récits, dit-elle, sont autant d'enseignements sur la nature humaine et son rapport à l'infini.
Éleuthère sentit que chaque détail révélait une vérité plus profonde sur l'origine du monde et son sens. Le sage Eudoxe rappela que le cosmos grec ancien n'était pas fixe, mais dynamique, perpétuellement en mutation, reflet de cette lutte des forces immémoriales. Ce temps avant Zeus montre que notre monde est né d'une complexité que nous ressentons encore aujourd'hui, conclut-il. Éleuthère remercia tous ceux qui lui permettaient de voir l'univers naissant sous un jour neuf, plus riche et formateur. Alors que le voile de la nuit s'approfondissait, Daphnéon termina en soulignant que comprendre ces débuts du cosmos permettait d'accueillir le récit des dieux ultérieurs avec une sagesse renouvelée. Le grand récit grec, ajouta-t-il doucement, s'appuie sur ses origines où tout était possible, dans un espace où la création prit son envol. Éleuthère ferma les yeux, prêt à entendre la suite de cette histoire ancienne, cheminant désormais entre légende et philosophie, avant que les titans ne cèdent à la place aux dieux que l'on invoque encore. Ainsi s'achevait cette exploration des origines du cosmos, prélude à la naissance des dieux et à leur emprise sur le monde humain. Le silence prit la place des paroles, avec la promesse qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Dans le souffle du temps, le récit continuait, guidant doucement vers la prochaine étape de ce voyage sans fin au cœur de la mythologie grecque. Les premiers êtres divins. Éleuthère s'installa confortablement près du feu, écoutant attentivement les récits que Lysandre s'apprêtait à dérouler avec calme et précision. Comme une rivière tranquille traversant des vallées anciennes, Daphnéon, toujours sage, observait discrètement, prêt à commenter lorsque le moment serait venu. Callirhoé, fidèle alliée et gardienne du savoir, ouvrit soi-disant un vieux manuscrit, révélant ainsi les origines profondes des premiers êtres divins dans le mythe grec, un monde avant même l'éclat de Zeus. Lysandre commença en expliquant que tout naquit du chaos, un gouffre immense et informe, sans limite ni forme, où tout était à la fois présent et absent. Du souffle silencieux de ce vide sombre surgirent les premiers titans, figures puissantes et primordiales, indispensables à la création du cosmos. Parmi eux, Gaïa, la terre-mère, prit une place centrale. Elle émergea comme un plateau vaste et stable, source de toute vie, apportant la stabilité nécessaire au futur règne divin. Gaïa personnifia cette terre fertile et généreuse, incubatrice de montagnes, de rivières et de forêts. Éleuthère sentit dans ces mots l'importance de cette déesse fondatrice, dont le rôle fut d'une portée immense. À ses côtés, Ouranos, le ciel étoilé, s'éleva majestueusement. Il est décrit comme l'étendue infinie qui recouvre la terre, gardien des étoiles, formant ainsi la première union sacrée. Cette rencontre entre Gaïa et Ouranos donna naissance à une descendance puissante, les premiers enfants divins porteurs des secrets, de la force et de la transformation du monde. Callirhoé souligna l'importance de leur lien non simplement physique, mais cosmique, une symbiose à l'origine de l'univers connu. Lysandre évoqua notamment les cyclopes, créatures aux yeux ronds et uniques, symboles d'une vision profonde et d'une force brute qui façonnèrent les outils et armes des divinités futures. Ces êtres massifs, dotés d'une énergie brute, furent parfois vus comme des géants façonnant la tempête et le tonnerre. Leurs mains ouvragées forgèrent le destin irréversible des cieux et des terres. Puis vinrent les Hécatonchires, figures redoutables aux 100 bras puissants et 50 têtes, incarnant la puissance sans limite et le chaos contrôlé par Gaïa et Ouranos. Leur nature étrange fascinait Éleuthère, qui y voyait la métaphore d'un monde en évolution, toujours en tension entre ordre et désordre. Daphnéon expliqua que cette génération initiale renfermait l'essence même de la création,
une force brisée entre lumière et obscurité, entre stabilité et transformation. Pourtant, leur relation ne fut pas exempte de conflits. Ouranos, craignant la puissance de ses enfants, chercha à les contrôler, les enfermant au cœur de la terre, provoquant une profonde souffrance en Gaïa. Cette trahison scella une rupture fondamentale, un déchirement qui allait engendrer une nouvelle dynamique parmi les dieux. Kaliroé insista sur ce point, rappelant que cette lutte initiale donna naissance aux légendes des titans assoiffés de pouvoir et des combats dantesques qui suivirent. Lysandre continua en détaillant le rôle d'Éleuthère, le héros choisi pour comprendre et transmettre la sagesse des anciens. Il fut guidé par Phédrie, gardienne des savoirs oubliés, et confronté à Théodoros, incarnation de l'opposition et du chaos désordonné. Leur confrontation symbolise la lutte éternelle entre la connaissance éclairée et la force brute. Éleuthère s'interrogea sur le sens profond de ces récits, cherchant à percer les mystères inscrits dans les comportements des premiers êtres divins. Lysandre expliqua que chaque titan représentait une force essentielle du monde naturel et métaphysique. Gaïa récupérait le pouvoir de la terre et de la maternité, Ouranos celui du ciel et de la limitation. Les enfants, l'énergie, la transformation ou la tempête. Il souligna le cycle nécessaire d'oppression et de rébellion, de création et de destruction, fondement même du cosmos grec avant l'avènement de Zeus. Daphnéon ajouta que le mythe des premiers êtres divins servait à comprendre les racines profondes de la condition humaine, mêlant puissance et vulnérabilité, tout comme la nature mêle douceur et violence. Phédrie rappela ensuite un ancien texte de Dox, le sage du passé, qui décrivait ces titans comme les maillons essentiels d'une chaîne cosmique, chaque génération portant en elle l'héritage et la promesse de l'avenir divin. Éleuthère s'attarda particulièrement sur cette idée, méditant sur le rôle des ancêtres divins dans la construction du monde et la transmission du pouvoir. Lysandre narra alors comment la longue ère des titans marqua le temps avant la domination de Cronos, fils de Gaïa et Ouranos, qui lui-même devint père de Zeus, ouvrant la voie au récit que le monde médiéval et moderne connaît. Ce passage du pouvoir était donc fondamental et portait en lui les tensions entre anciens et nouveaux, ordre et chaos. Kaliroé conclut avec une réflexion calme sur la nécessité de reconnaître ces oubliés, ces titans antiques qui, dans l'ombre, façonnèrent l'univers primitif. Leur force et leur souffrance permirent l'inscription des équilibres nécessaires au cosmos. Cette reconnaissance ouvre la porte à une compréhension plus profonde des mythes et de leur portée universelle. Ainsi, Éleuthère, Daphnéon et Phédrie se préparèrent à plonger plus loin dans le récit, prêts à explorer la génération suivante, celle de Cronos, dans une quiétude propice à la découverte et à la réflexion. Le passage du temps, silencieux mais inexorable, guidait leur voie vers la transformation à venir, annonçant la continuité de l'histoire divine dont ils étaient les témoins vigilants. Les titans s'éveillent, et Éleuthère s'installa confortablement, son regard tourné vers l'horizon mental où s'entrelaçaient les brumes anciennes du cosmos. Daphnéon, toujours sage, lui avait souvent parlé des titans, ces géants oubliés qui avaient dominé les premiers âges du monde divin, avant que Zeus ne prenne le trône. Aujourd'hui, Phédrie, la gardienne des connaissances, avait accepté de partager avec lui les récits profonds et nuancés sur ces êtres colossaux, afin que leur influence ne tombe pas dans l'oubli. Kaliroé, fidèle allié, écoutait attentivement, tandis que Théodoros restait distant dans l'ombre, moins enclin à admirer ces figures antiques. Phédrie commença par décrire l'origine des titans, enfants d'Ouranos et de Gaïa, symbole primitif des forces naturelles et des puissances du monde non encore organisées. Leur venue marqua un temps où le chaos originel
cherchaient une forme stable, un équilibre qui allait définir la structure même du cosmos. Ces titans, au nombre de 12, incarnaient diverses qualités et éléments. Océan personnifiait l'immensité des eaux qui encerclèrent la Terre, tandis que Cronos, le plus jeune fils, devint rapidement une figure centrale dans la lutte pour le pouvoir. Éleuthère s'émerveillait devant la complexité de ces figures. Ces géants n'étaient pas de simples monstres. Leurs caractéristiques mêlaient grandeur et sagesse, brutalité et gouvernance. Daphnéon insista sur le fait que leur rôle dépassait la simple domination. Ils protégeaient un ordre ancien, parfois sévère, mais nécessaire pour la genèse d'un univers structuré. Callirhoé ajouta que les titans représentaient aussi des archétypes, des modèles qui influenceraient les récits et symboles bien au-delà de leur propre époque. Phédrie relata l'ascension et le règne des titans comme une période de transformation où la Terre était en mouvement constant. Les montagnes s'élevaient, les mers s'étendaient et l'atmosphère se chargeait d'énergie nouvelle. Lysandre, le conteur, évoqua les mythes où les titans façonnaient le monde par leur volonté, leur force et leur connaissance ancestrale. Dans ces récits, ils n'étaient pas seulement physiquement imposants, mais possédaient une sagesse qui impressionnait même les dieux olympiens futurs. Cependant, Théodoros, sceptique, posa une question importante. Pourquoi ces êtres massifs n'avaient-ils pas durablement conservé leur pouvoir ? Éleuthère, pensif, réfléchit aux tensions intérieures qui bouleversèrent le cosmos ancien, aux conflits souvent inexprimés mais marquants qui opposèrent les titans eux-mêmes. Phédrie expliqua que cette fragilité résultait d'un équilibre délicat entre création et destruction, où la soif de domination conduisit au déclin. Cronos, effrayé par la prophétie de ses enfants, incarna ce trait fatal. Eudoxe, souvenant de temps anciens, faisait un parallèle entre les titans et les forces naturelles incontrôlées, nécessaires mais destinées à être dépassées. Il évoqua la succession du pouvoir comme une loi implacable de l'univers. Rien n'est éternel, et même les plus grands doivent céder la place. Cela n'enlevait rien à la grandeur des titans, mais soulignait que leur époque était une étape indispensable à l'émergence d'une nouvelle ère. Le récit de Phédrie se concentra alors sur la dynamique familiale entre ces géants. Les mariages, alliances et rivalités tissèrent un réseau complexe, empreint de passion et d'ambition. Océan et Thétis incarnèrent la fertilité et la vie marine, tandis que Japet porta les racines de l'humanité à travers ses enfants, dont Prométhée a la sagesse visionnaire. Chaque titan portait un rôle précis, une fonction cosmique qui enrichissait le tissu mythologique, préparant le terrain pour les changements à venir. Callirhoé souligna combien ces récits suscitaient encore un profond respect de la nature et du passé. Ils enseignaient que le pouvoir ne réside pas seulement dans la force matérielle, mais dans la compréhension des lois universelles. Éleuthère, tout en écoutant, prit conscience que les titans représentaient une étape où les forces brutes se transformaient en principes organisés. Ce fut un moment de transition clé, une source d'enseignement souvent négligée dans la mythologie plus populaire. Daphnéon ajouta que cette période était marquée par une sagesse galvaudée, où les titans détenaient un savoir ancien sur la création et la préservation. Leurs décisions, parfois lourdes de conséquences, reflétaient l'interaction entre divin et naturel, entre ordre et chaos. Leur rôle dépassait la simple prise de pouvoir. C'était une fonction cosmique qui maintenait l'équilibre, même si cet équilibre était fragile. Cette dualité fascinait Éleuthère, qui ressentait l'importance de ces histoires à travers les âges. Au fil de l'échange, Lysandre évoqua les traces que les titans laissèrent dans le monde visible. Les montagnes, les rivières et même les rythmes naturels. Chaque élément pouvait être vu comme un témoignage silencieux de leur passage.
La Terre portait encore en elle les marques d'une époque où les forces brutes et primordiales façonnaient le devenir. Cette perspective mit en lumière la relation intime entre mythe et paysage, renforçant l'idée que les titans avaient contribué à la formation d'un monde où la beauté et le danger coexistaient. Phédrie conclut en rappelant que si Zeus et les Olympiens avaient pris le devant de la scène, la mémoire des titans continuait de vibrer dans les profondeurs du récit mythique. Leur destin tragique, leur grandeur oubliée et leur influence sur l'ordre cosmique étaient autant d'éléments qui méritaient d'être réexaminés. Éléuther sentit que ces histoires, loin d'être de simples contes anciens, portaient une sagesse intemporelle, une clé pour comprendre le monde à travers ses origines. La voix de Callirhoé s'adoucit alors qu'elle invitait à poursuivre l'exploration vers l'ère suivante. Les ombres des titans s'effaçaient lentement, laissant place à une nouvelle génération divine, prête à écrire la suite d'un récit fascinant. Tandis que la nuit avançait, Éléuther se préparait à écouter l'histoire des dieux olympiens, conscient que le passé titanesque jetait une lumière indispensable sur ce qui allait venir. Le pouvoir d'Ouranos et son règne. Dans les temps les plus anciens, bien avant l'émergence de l'Olympe et le règne de Zeus, le ciel et la terre étaient gouvernés par Ouranos, une figure à la fois puissante et cruelle. Daphnéon, sage parmi les sages, évoque son pouvoir absolu sur le cosmos primordial. Ouranos, incarnation du ciel étoilé, dominait sans partage, imposant une tyrannie implacable qui façonnait l'ordre du monde selon sa volonté. Il régnait d'une main de fer sur la terre, étouffant la liberté des êtres nés de Gaïa, la terre-mère, qui portait en son sein les premiers titans. Éléuther, jeune chercheur avide d'apprendre, écoute avec attention les paroles de Daphnéon. Il comprend que sous ce règne oppressant, les titans, ces géants nés de l'union sacrée de Gaïa et d'Ouranos, souffraient d'une prison invisible. Leur potentiel immense était brimé, leur voix muselée par la peur que suscitait la toute-puissance céleste. Callirhoé, fidèle allié d'Éléuther, complète le récit en décrivant la terreur que causait l'inflexible surplomb d'Ouranos. Le ciel, gouverné par ce dieu implacable, semblait condamner toute forme de rébellion. Cependant, au cœur de cette oppression naissait un souffle différent. Théodoros, un titan au courage vigoureux, incarnait cette résistance naissante. Son esprit ne se pliait pas aux exigences tyranniques d'Ouranos. Selon Phédrie, la gardienne des vieilles chroniques, Théodoros rassemblait peu à peu ceux qui refusaient de subir en silence. Sa volonté tenace faisait vibrer les racines profondes de la terre, éveillant chez ses frères le désir d'émancipation. Ce fut grâce à lui que les murmures de défi commencèrent à résonner à travers les cieux. Lysandre, raconteur d'antiques récits, souligne que ce conflit entre Ouranos et les titans est le premier grand bouleversement dans la trame cosmique. Ce n'était pas seulement une lutte de pouvoir, mais une bataille fondamentale pour l'équilibre et la transformation du monde. Eudoxe, sage des temps passés, insistait sur le fait que l'opposition d'Ouranos contre ses propres enfants symbolise aussi la peur inhérente à tout pouvoir absolu face à la nouveauté. Ouranos craignait que ses descendants ne renversent son règne, alimentant sa tyrannie d'une mêlée perpétuelle de contrôle et de répression. Daphnéon explique que ce climat de peur et de rébellion préparait le terrain à une grande révolution cosmique. Éléuther perçoit, à travers ses enseignements, la complexité des relations entre ces entités divines. Chaque titan portait en lui la trace de la terre et du ciel, une dualité ambivalente entre obéissance et rébellion. Callirhoé rappelle qu'au-delà de la violence apparente, ce conflit fut aussi un moment de maturation, où l'univers apprenait à se connaître et à reconnaître les forces qui allaient forger son avenir. Théodoros, bien qu'antagoniste dans cette histoire,
devient un symbole puissant du changement inévitable. Ses efforts pour briser la domination d'Ouranos marquent le commencement d'une ère où le pouvoir ne peut plus rester figé. Phédrie ajoute que, dans les récits transmis oralement, cette période est souvent vue comme un passage essentiel entre le chaos primordial et l'ordre nouveau. Elle invite Éleuther à saisir ces nuances, à comprendre que chaque mouvement dans ce combat cosmique est une étape vers un monde en perpétuelle évolution. Lysandre retrace alors les épisodes où la lutte s'intensifia. Ouranos, fidèle à son caractère tyrannique, tenta de maintenir son autorité avec une férocité sans égale. Mais Théodoros et ses alliés ne faiblirent pas. Leurs forces combinées défièrent le ciel, bousculant l'équilibre établi. Eudoxe souligne que ce moment de confrontation était inévitable, inscrit dans l'essence même du cosmos. Un temps nécessaire pour que la nouveauté puisse émerger de l'ancien. Le récit de Daphnéon s'achève doucement sur cette tension palpable. Éleuther médite sur ces révélations. Conscient que le pouvoir d'Ouranos n'était pas uniquement une oppression, mais aussi le germe d'un changement encore à venir. Callirhoé observe que sans cette tyrannie, la résistance des titans n'aurait pu voir le jour. Et sans cette lutte, l'univers serait resté figé dans une immobilité stérile. Théodoros, cette force conflictuelle, prépare ainsi le terrain pour ce que les poètes racontent plus tard comme un renversement fondamental. La sagesse d'Eudoxe éclaire Éleuther sur le sens profond de cette époque ancienne. La domination d'Ouranos, son règne oppressant et la montée en puissance des titans révèlent une vérité universelle. Le pouvoir ne peut être éternel sans confrontation. Ainsi, la bataille entre ces forces anciennes prépare l'avènement d'un monde nouveau que seuls les audacieux sauront saisir. Alors que Daphnéon conclut son récit, un silence paisible s'installe, invitant à réfléchir à ces événements. L'histoire continue, et bientôt, la prochaine phase de ce fantastique voyage mythologique se dévoilera, révélant des faces encore inconnues de ce drame céleste. Éleuther sent que son apprentissage ne fait que commencer, que la quête pour comprendre ces titans oubliés et leur légendaire combat n'a pas fini de l'émouvoir et de l'enrichir. Cette exploration du pouvoir d'Ouranos ne serait pas complète sans envisager les conséquences de son règne sur les générations suivantes. Le ciel sous son emprise n'était pas seulement un lieu de domination, mais aussi le berceau de transformation. Ainsi, l'histoire des titans entrelace l'idée d'un pouvoir suprême contesté, allant au-delà du simple combat physique pour toucher à la nature même du changement. Le passage est en marche, et le souffle du vent covira le destin à venir avec une force paisible et inéluctable. La rébellion des titans Éleuther, après avoir entendu les anciens récits transmis par Phédrie, s'assit auprès du feu, prêt à dévoiler l'histoire cachée des titans. Callirhoé l'avait préparé. Connaissant l'importance de raconter cette rébellion avec précision, car elle marquait l'avant-propos du temps que nous connaissons. Dans ces temps anciens, Ouranos régnait sur le ciel, souverain cruel et hautain. Eudoxe, sage du passé, avait autrefois prédit que son règne s'achèverait sous la force d'un de ses enfants. C'est Cronos, le plus jeune titan, qui suscita ce soulèvement. Callirhoé relata comment, animé par un désir d'émancipation, il rassembla ses frères et sœurs, parmi lesquels Océan, Hyperion et Rhea. Sous le conseil avisé de Daphnéon, le mentor réfléchit d'Éleuther. Les titans organisèrent un plan méthodique. Chaque titan connaissait son rôle. Chaque détail fut pensé avec soin. Leur union la plus forte fut celle de Cronos, dont la détermination ne fléchit pas malgré la peur de représailles évoquée par Théodoros, le sceptique et antagoniste du groupe. Ce dernier craignait que leur audace entraîne le chaos éternel.
Le combat fut moins une bataille qu'une lutte d'influence. Ouranos avait enfermé ses enfants dans les entrailles de la terre, mais Cronos et ses alliés réussirent à le défier avec ingéniosité et force. À l'aube d'un jour nouveau, avec une stratégie orchestrée comme une symphonie, Cronos saisit Ouranos et le destitua, libérant ainsi ses frères et sœurs. Lysandre, dont la voix calme narrera chaque détail, expliqua que cette chute changea l'ordre du cosmos. L'empire des dieux fut réorganisé. Les titans prirent la place du ciel et de la terre. Pourtant, le nouveau règne de Cronos fut empreint d'une crainte constante d'être à son tour renversé, craignant une prophétie similaire à celle qui avait condamné son père. Daphnéon enseigna à Éléuther que cette peur fut la source de tensions futures et annonça bientôt de nouveaux conflits. Tandis que Théodoros observait avec scepticisme, Callirhoé souligna que cette peur, bien que fondée, allait nourrir les conflits mythologiques à venir, forgeant l'essence même des luttes entre générations divines. Phédrie rappela que malgré leur pouvoir, les titans restaient liés à la nature primitive du monde. Leur règne introduisit un ordre plus rigide mais moins harmonieux, où chaque force cherchait à s'imposer avec plus de fermeté. Ce moment marqua aussi l'apparition des premiers dieux olympiens, nés de réactions à ce basculement. Éléuther réfléchit à la complexité de ce changement. Il comprit, grâce aux paroles de Lysandre, qu'il ne s'agissait pas simplement de pouvoir, mais d'une évolution profonde des dynamiques entre forces naturelles, divines et humaines. L'harmonie initiale fut perturbée, posant les bases des récits mythologiques que nous connaissons. À travers les récits d'Eudoxe et les analyses de Daphnéon, il devint clair que ce changement incarne une métaphore des transformations inévitables. Cronos, malgré sa victoire, ne pouvait échapper à sa destinée. Callirhoé insista sur la notion de cycle, qui n'est jamais interrompu, mais seulement transformé. Lysandre conclut lentement que cette ère fut un prélude à la naissance de Zeus, bien que ce dernier ne soit pas encore apparu à ce moment précis. La rébellion des titans ne fut pas une simple révolte, mais un moment fondateur du monde mythologique, chargé de symboles et d'implications pour toutes les générations à venir. Éléuther savait que le temps viendrait où le récit continuerait avec l'histoire de la montée de Zeus, la guerre des titans et la transformation ultime du cosmos. Mais pour l'instant, il demeurait dans la compréhension calme de cette rébellion, une flamme allumée dans l'obscurité de l'oubli. Ainsi, calmement, l'histoire se piégeait dans la mémoire, prête à révéler la prochaine étape, celle où naîtront les dieux olympiens et où de nouveaux récits naîtront du ancien ordre brisé. La rébellion des titans ouvre la porte à une suite inévitable, pleine d'enseignements et de récits à explorer. Cronos et la peur du destin Éléuther s'approchaient lentement du vaste sanctuaire où les anciens savoirs reposaient sous la surveillance attentive de Phédrie. Celle-ci, gardienne des écrits ancestraux, montrait avec calme un vieux manuscrit qui retraçait l'ère troublée du règne de Cronos. Tandis que le soleil déclinait, prenant place dans un ciel aux teintes diaphanes, la voix tranquille de Lysandre résonnait dans l'air, exposant lentement l'histoire d'un titan hanté par une peur primaire, celle de son propre destin. Phédrie expliqua que Cronos, le plus jeune des titans nés d'Ouranos et de Gaïa, avait été averti par une prophétie ancienne concernant l'arrivée d'un descendant destiné à le détrôner. Cette prémonition pesait lourdement sur son esprit, alimentant une anxiété tenace, profondément enracinée dans la dynamique des successeurs et du pouvoir. Ce savoir, transmis par Eudoxe, un sage lointain, témoignait d'une fatalité que Cronos refusait d'accepter. À chaque consultation des oracles, Cronos entendait les mots prophétiques. Il serait renversé par l'un de ses enfants. Ce pronostic provoqua chez lui
une série de décisions radicales, visant à éviter l'inévitable. Éleuthère sentit dans cette peur une résonance humaine, malgré l'apparente monstruosité du geste de Cronos, qui, dans sa terreur, avalait chacun de ses enfants à leur naissance. Phédrie ajouta que ce comportement cherchait à suspendre le temps et à empêcher la réalisation du destin. Daphnéon, en sage conseiller, avait tenté d'intervenir, proposant une voie alternative à ce combat contre la prophétie. Il prêchait la patience et la compréhension des flux inexorables de l'univers. Mais sa parole se heurtait à un mur de détermination. Pour Cronos, le destin semblait imparablement scellé. Un fil invisible mais impitoyable dictant ses actes les plus sombres. Éleuthère réfléchissait à la tension entre le pouvoir absolu et la vulnérabilité devant le futur. Callirhoé, compagne fidèle et alliée d'Éleuthère, partageait des récits transmis par des survivants des conflits titanomachiques, où ces actes de dévoration marquaient une rupture sans précédent dans l'ordre du cosmos. Leur conversation révélait que l'angoisse de Cronos avait contribué à une atmosphère de peur et de désespoir, éclipsant la possibilité d'un apaisement durable. Théodoros, quant à lui, demeure une figure antagoniste dans cette histoire compliquée. Il personnifie la froideur du destin inéluctable, incarnant la force implacable des événements à venir. Lysandre continua son récit, narrateur discret, insistant sur le poids de ses prophéties sur la nature même de la divinité titanique. Cronos, bien qu'immense et puissant, était à la merci du temps et du changement. Son règne fut marqué par des tensions insurmontables, des gestes désespérés et une crainte constante du futur, qui finirait par le reléguer à une place oubliée. L'équilibre fragile de cette époque pré-olympienne se dessinait alors comme un prélude aux bouleversements à venir. Phédrie souligna que certains textes anciens mentionnaient également Eudoxe, un sage qui avait tenté d'apporter une sagesse différente face à l'angoisse de Cronos. Eudoxe enseignait que le destin n'était pas une chaîne rigide, mais une trame mouvante, susceptible d'être influencée par l'action et la connaissance. Cependant, ces idées novatrices restaient marginales dans une société dominée par la peur et la fatalité. Éleuthère envisagea alors la possibilité que la peur de Cronos soit en partie une création des traditions, mais aussi une vérité cruelle inévitable. Le récit d'Éleuthère se fit plus introspectif, interrogeant la nature de la peur et son pouvoir paralysant dans la prise de décision, même pour un titan. L'acte de dévorer ses enfants, aussi monstrueux soit-il, devient le symptôme d'une lutte intérieure intense entre ce qui est et ce qui sera. Callirhoé insista sur l'importance de voir au-delà des actes pour comprendre les motivations profondes, invitant à une lecture plus humaine de ce mythe ancien. Phédrie poursuivit, évoquant comment cette peur de Cronos fit naître un climat de suspicion et de conflit parmi les titans eux-mêmes. La prophétie agit comme une force centrifuge, dispersant les alliances et exacerbant les rivalités. Théodoros représentait ici la fatalité personnifiée, une ombre silencieuse qui planait sur chaque décision, rendant la trahison et la méfiance inévitables. Les alliances fragiles entre titans étaient souvent mises à mal par la crainte d'un avenir incertain. La voix tranquille de Lysandre rappelait sans cesse que cette période n'était pas seulement marquée par la peur, mais aussi par une quête de compréhension et d'ordre. Le chaos engendré par la crainte de Cronos jetait les bases d'une évolution profonde, ouvrant la porte à des transformations majeures, toujours dans l'ombre de la prophétie. Éleuthère ressentait que comprendre cette dualité permettrait de mieux appréhender les fondations de la mythologie grecque classique. Dans les parchemins conservés par Phédrie se trouvaient des témoignages détaillés sur la nature des prophéties. Souvent cryptiques, elles exigeaient une interprétation prudente. Cronos, dans son désespoir, tendait à les prendre au pied de la lettre,
ce qui alimentait son comportement extrême. La sagesse de Dox, bien que reconnue, n'avait pas su adoucir la peur qui consumait le titan. Éleuther considérait que cela illustrait la difficulté à concilier destin et libre arbitre. Daphnéon, de son côté, proposait l'idée que le règne de Cronos pouvait être compris comme une étape indispensable, une période de transition entre deux ordres cosmiques. Son anxiété ne serait donc pas uniquement individuelle, mais inscrite dans une dynamique plus large, nécessaire à l'évolution du monde. Cette perspective invitait à une lecture moins tragique et plus fonctionnelle du mythe. Callirhoé partageait cet avis, mettant en avant la nécessité d'accepter l'inévitabilité pour mieux préparer l'avenir. Au fil du temps, le poids de la crainte contraignit Cronos à maintenir un contrôle rigoureux sur son royaume, imposant un ordre strict et parfois violent. Théodoros, quant à lui, incarnait la force implacable du destin, insensible aux tentatives d'évasion. Cette opposition entre volonté et fatalité structura profondément la cosmogonie grecque, influençant les récits ultérieurs et les conceptions mythologiques. Lysandre continuait à déclarer que ce conflit intérieur définissait en réalité la complexité des mythes fondateurs. Les réflexions d'Éleuther glissaient vers la puissance symbolique de cette lutte. Cronos, bien qu'un titan redoutable, était aussi le reflet des angoisses inhérentes à toute existence confrontée à la notion du temps et de la mort. Sa peur du destin résonnait dans chaque mythe, chaque légende, enrichissant la compréhension collective des anciens Grecs sur leur place dans l'univers. Phédrie conclut que cette peur, loin d'être une faiblesse, soulignait une profonde humanité. Alors que le récit touchait à sa fin, Callirhoé appela à ne pas oublier que la rébellion des enfants de Cronos, menée par Zeus, s'inscrivait dans ce contexte, témoignant d'une évolution inévitable. La transition des titans vers l'Olympe ne fut pas simplement une lutte de pouvoir, mais une confrontation entre des forces entrelacées par la peur, l'espoir et la connaissance. Éleuther sentait que comprendre cette étape restait essentiel pour saisir le reste de l'histoire. Les paroles calmes de Lysandre laissèrent place à un silence chargé de réflexion, préparant l'esprit à la suite des événements. L'ombre de Cronos, malgré sa défaite future, demeurait un symbole puissant, un rappel que le destin, aussi redouté soit-il, façonne les récits et la mémoire des âges. La transition vers la prochaine phase de cette épopée allait nécessairement révéler d'autres aspects de cette lutte mythologique, attestant de la richesse infinie des anciennes légendes. La naissance de Zeus et la fuite secrète. Éleuther, assis calmement près du feu, écoutait avec attention les récits de Daphnéon. Ce dernier, figure sage et posée, évoquait les origines du plus célèbre des dieux grecs, Zeus. La naissance de cet être divin n'était pas simplement un événement ordinaire, mais une étape cruciale dans l'histoire des Titans et des Olympiens. Daphnéon décrivait avec précision comment Rhéa, mère de Zeus, s'était trouvée dans une situation désespérée face à Cronos, qui, craignant d'être détrôné par ses enfants, dévorait tous ses descendants à leur naissance. Callirhoé, fidèle allié et stratège aguerri, avait élaboré un plan ingénieux pour préserver la vie du futur roi des dieux. En secret, la déesse confia son nouveau-né à un groupe de nymphes éloignées des domaines de Cronos. Leur refuge était un lieu caché, inaccessible aux yeux du titan cruel. Cette cachette servait non seulement à protéger l'enfant, mais aussi à lui permettre de grandir à l'abri de toute menace. Les préparatifs pour la fuite étaient minutieux. Phédrie, gardienne des savoirs anciens, avait transmis des enseignements précieux à Callirhoé sur les chemins secrets à emprunter et les puissances à invoquer pour détourner les sentinelles de Cronos. Lysandre, maître du récit,
consignait ces événements, offrant une vision claire et ordonnée des faits, sans la moindre exagération ou turbulence émotionnelle. Théodoros, antagoniste de l'histoire, personnifiait l'opposition implacable du frère aîné de Zeus. Sa détermination à éliminer toute menace à son pouvoir guidait ses actions. Mais sa vigilance fut contournée habilement par la sagesse de Callirhoé et la magie discrète des nymphes. Leur alliance démontrait que la prudence et la réflexion pouvaient triompher de la brutalité et de la force brute. Eudoxe, sage des temps passés, apportait un éclairage profond sur la signification de ces événements. Il expliquait comment la naissance secrète de Zeus représentait le renversement inévitable de l'ordre établi par les titans, ouvrant la voie à une ère nouvelle sous le règne des Olympiens. Cette transition, bien que paisible à première vue, portait en elle les germes de conflits futurs mais nécessaires. La narration mêlait faits et stratégie politique. Le rôle central de Rhea dans la protection de son fils, soutenu par Callirhoé, soulignait l'importance des choix réfléchis dans les destinées exceptionnelles. Les forces obscures commandées par Théodoros étaient mises en échec non par la force seule, mais par une succession d'actions discrètes et concertées. Chaque détail relaté tenait compte des contraintes de l'époque. Le voile de silence entourant cette fuite imposait à tous les acteurs de jouer un rôle dans l'ombre, marquant ainsi la naissance de Zeus non seulement comme un miracle préservé, mais également comme une œuvre collective. Les nymphes, souvent oubliées par les récits populaires, se révélaient ici essentielles. Le récit insistait aussi sur la nature protectrice de la maternité divine. Rhea, par son courage et sa ruse, évitait non seulement un sort funeste à son enfant, mais assurait aussi la pérennité d'un équilibre cosmique fragilisé par l'arrogance de Cronos. Ce rôle maternel s'entremêlait à celui de Callirhoé, dont la loyauté devenait un rempart indispensable. Les stratégies employées incluaient la dispersion des indices, la création de leurres et la mobilisation d'alliés invisibles. Ce cadre méthodique montrait comment la survie dépendait d'une intelligence collective, capable de déjouer les forces ennemies sans confrontation directe. Daphnéon soulignait l'importance de ces actes prudents, sans lesquels la mythologie grecque aurait perdu un pivot fondamental. Au fil du temps, le secret de Zeus restait bien gardé. Son existence n'était connue que de quelques figures triées sur le volet, parmi lesquelles Lysandre et Phédrie comptaient en première ligne. L'intégrité du plan reposait sur une confiance absolue entre eux, sans jamais céder à la tentation de la vanité ou de la divulgation hâtive. À travers cette narration, la dimension humaine des personnages ressortait, sans être accentuée par des émotions tranchées. Chacun jouait sa partition dans un équilibre fragile, conscient des enjeux et des risques. La progression de Zeus vers sa destinée royale pouvait ainsi se dérouler dans un environnement sûr, préparé de manière experte et organisée. Les implications de cette histoire s'étendaient au-delà du simple mythe. Elles illustraient la notion de survie culturelle et spirituelle à travers les âges, indiquant que le changement nécessite souvent discrétion et patience. Ce lien entre le mythe et la sagesse ancienne était particulièrement mis en valeur par Eudoxe, qui invitait à une réflexion sur l'importance des transmissions secrètes. La parole de Daphnéon empruntait un ton posé afin de ne pas troubler la quiétude de l'auditeur. Le récit évitait les excès dramatiques, préférant une description claire et posée des faits, respectueuse des rythmes du discours. Cette approche permettait une immersion tranquille, idéale pour une écoute en fond sonore. Callirhoé, en tant qu'allié dévoué, incarnait la force tranquille nécessaire pour soutenir une opération aussi délicate. Sa connaissance approfondie des lieux et des pouvoirs mystiques disponibles offrait à Zeus un bouclier invisible, indispensable pour défier l'autorité tyrannique de Cronos. Lysandre enrichissait le récit par une narration séquencée,
respectant l'ordre chronologique et la cohérence interne du mythe. Ces explications servèrent de fil conducteur entre les différentes figures et événements, clarifiant les liens complexes qui liaient chacun à sa mission. Ainsi, le téléspectateur comprenait l'ensemble sans difficulté. Les figures antagonistes telles que Théodoros restaient présentes comme menaces sous-jacentes. Leurs actions mettaient en lumière les dangers permanents auxquels la fragilité du nouveau-né devait faire face, renforçant le sentiment de tension maîtrisée qui structurait ce moment historique. Malgré le calme apparent, chaque instant comportait sa part de risque palpable. Eudoxe, en fin de compte, concluait sur la portée symbolique de cette cachette secrète. Le fait de dissimuler Zeus au monde extérieur soulignait l'attente inévitable d'une renaissance, conditionnée par la prudence et la sagesse ancestrale. Ce temps d'exil nécessaire ouvrait la voie au bouleversement à venir, empreint de justice et de renouveau. Cette partie du récit laissait présager les chapitres suivants, où la jeunesse de Zeus et son éducation allaient être dévoilées. La tension entre l'émergence d'un nouveau pouvoir et la résistance des anciennes forces continuait à tisser la trame, préparant l'auditeur à un développement progressif et mesuré. Ainsi, la naissance de Zeus apparaissait non simplement comme un fait isolé, mais comme le point de départ d'une saga plus vaste. Le mélange d'intelligence, de courage et de patience mis en œuvre par ses protecteurs marquait durablement le mythe, offrant une vision paisible mais profonde de cette étape fondatrice. Les détails minutieux fournis durant la narration enrichissaient la compréhension du spectateur, qui pouvait se plonger dans cet univers ancien sans la nécessité de grandes émotions, laissant place à une réflexion calme sur les mécanismes du pouvoir, divin et des alliances invisibles derrière chaque tournant historique. La voix posée de Daphnéon invitait aussi à une méditation sur l'importance des mouvements furtifs dans les transformations majeures. Sans gestes éclatants ou affrontements spectaculaires, la naissance de Zeus se révélait un exemple d'où l'invisible pouvait l'emporter sur la force apparente, dévoilant une sagesse que les siècles n'avaient cessé de confirmer. Dans ce cadre, l'équilibre entre le silence des nymphes, la stratégie de Callirhoé et la vigilance d'Eudoxe formait un canevas complexe et fascinant. La discrétion de cette aventure contribuait à sa grandeur silencieuse, exprimée par des gestes précis plutôt que par des éclats sonores, parfaite pour une écoute calme. Le récit, bien que riche en informations, conservait une fluidité apaisante. Chaque événement se succédait avec logique, offrant au spectateur la possibilité de suivre aisément l'évolution de la situation et d'anticiper les étapes prochaines, tout en restant dans un climat de sérénité. Au terme de cette histoire, Lysandre réaffirmait la nécessité de maintenir le secret et l'harmonie qui avaient permis à Zeus de prospérer dans l'ombre. La vigilance de ses protecteurs et la sagesse des anciens demeuraient garantes d'un avenir incertain mais plein de promesses. Le passage de ce récit vers les épisodes prochains se faisait en douceur, préparant l'auditeur à découvrir les premiers pas de Zeus vers sa destinée divine. Cette transition légère permettait un enchaînement naturel, sans rupture, encourageant à poursuivre l'écoute pour mieux comprendre les enjeux futurs. Ainsi, la mémoire des titans oubliés s'effaçait progressivement, remplacée par l'émergence d'un nouveau règne. La naissance et la fuite secrète de Zeus constituaient le socle d'une légende à la fois simple dans sa présentation et profonde dans ses implications, invitant à une réflexion paisible sur le temps, le pouvoir et la sagesse. L'éveil de Zeus et la lutte des puissances. Je vous salue, chers auditeurs, et vous invite à plonger dans l'univers ancien où se mêlent divinité oubliée et destin puissant. Lysandre prend la parole pour narrer l'enfance de Zeus, avant qu'il ne devienne le souverain incontesté des cieux. Né dans une époque où les titans régnaient encore sans partage, Zeus fut caché,
protégé des griffes de son père redoutable, Cronos. Ce dernier, craignant une prophétie annonçant sa chute, avait avalé ses enfants dès leur naissance. C'est dans un refuge secret que Zeus grandit, sous l'œil vigilant d'Eudoxe, un sage venu d'un temps révolu, connu pour son savoir immense sur les forces cosmiques. Eudoxe n'était pas un simple tuteur. Il incarnait la sagesse ancestrale nécessaire pour préparer l'héritier à affronter un père despotique. Il initia Zeus aux lois du cosmos et à la maîtrise de ses pouvoirs naissants avec une patience remarquable. Chaque jour s'écoulait dans l'apprentissage de l'équilibre entre force et stratégie, donnant à l'enfant un visage à la fois puissant et réfléchi. Lysandre souligne comment Eudoxe enseignait que la vérité ne réside pas dans la seule violence, mais dans l'alliance intelligente des éléments. Ainsi, sous l'œil bienveillant du sage, Zeus développa une compréhension profonde des mécanismes divins régissant le temps et l'espace. Phédrie, la gardienne des savoirs anciens, jouait également un rôle essentiel. Dotée d'une mémoire prodigieuse, elle transmit à Zeus les récits perdus et les secrets des générations passées. Ses enseignements étaient riches en faits oubliés, révélant la complexité des forces qui devaient être défiées. À ses côtés, Callirhoé apportait un soutien inestimable, mêlant loyauté et sagesse. Sa présence apaisante infusait à Zeus une détermination tranquille, soulignant que même dans la lutte, la clarté d'esprit et le calme intérieur sont des armes puissantes. Ensemble, ce groupe formait un cercle de soutien où chaque membre apportait ses compétences uniques. Les jours passaient et avec eux mûrissait la décision décisive. Selon Éleuthère, le début du conflit entre les anciennes divinités et la nouvelle génération fut marqué par une tension visible dans le ciel et la terre. Théodoros, représentant des forces anciennes, se montrait implacable, refusant de céder le trône. Sa posture incarnait la résistance obstinée des titans, prêts à tout pour préserver leur pouvoir. Lysandre décrit comment cette opposition atteignit un point culminant où la tempête entre les générations divines ne pouvait plus être évitée. Chaque camp rassemblait ses alliés, préparant le choc qui déciderait du destin du monde. Sous la direction d'Eudoxe, Zeus apprit à manier sa foudre, non seulement comme une arme de destruction, mais comme un symbole de justice et de renouveau. Ce pouvoir, appris dans la maîtrise et la raison, devint l'emblème de sa légitimité. Parallèlement, Phédrie élargissait sans cesse son enseignement, révélant les coulisses politiques des titans et leurs faiblesses cachées, ce qui renforçait la stratégie de Zeus. Callirhoé, quant à elle, maintenait l'équilibre entre les émotions du jeune dieu et ses objectifs, lui rappelant la dimension humaine de ses choix, même au sein d'un combat divin. Lysandre rapporte que les préparatifs étaient aussi méticuleux que les enseignements. Chaque jour fut une étape vers la confrontation ultime. Le jeune Zeus évoluait dans un environnement où tradition et innovation s'entremêlaient. Éleuthère évoque comment ce mélange des savoirs anciens et des forces nouvelles créa un terreau fertile pour l'éveil d'un souverain capable d'incarner le changement. Ce récit permet d'apprécier la complexité du cheminement divin avant la légende bien connue, montrant que la victoire de Zeus n'était pas le fruit du hasard, mais de longues années d'éducation rigoureuse et d'alliances stratégiques. La lutte entre Zeus et Cronos symbolise aussi une lutte plus large, entre ordre ancien et nouveau souffle, entre conservatisme et évolution. Théodoros et ses partisans représentèrent l'attachement à un cosmos figé, résistant à l'idée de transformation. Dans ce contexte, le rôle de Lysandre, narrateur, est de transmettre non un conflit épique ponctué de drames, mais une étape essentielle, calme et réfléchie dans la grande saga divine. Ce récit invite à considérer combien le pouvoir doit être préparé avec sagesse, et comment la rivalité peut être une source de renouveau plutôt qu'une simple confrontation destructrice.
Alors que la tension atteint son paroxysme, Eleuthère souligne que ce n'est pas la force brute qui décidera du sort, mais la capacité à rassembler, à comprendre et à évoluer. Cette leçon, transmise patiemment par des guides tels que Dox, Phèdre et Callirhoé, préfigure la renaissance qui suivra la lutte. Ce moment crucial marque un passage de génération où chaque choix sera décisif pour l'avenir. Ainsi se termine cette première partie du récit, où l'éveil de Zeus s'accomplit dans la préparation silencieuse à un changement imminent. Nous laissons derrière nous la jeunesse formée par l'enseignement et les alliances, prêts à suivre la suite de ce combat ancien entre puissances divines, là où l'histoire de Zeus prendra un tournant décisif. Le récit continuera en explorant les violences mesurées et la stratégie déployée dans cette lutte titanesque pour éclairer la véritable nature du pouvoir et sa transformation profonde. L'alliance des Olympiens. Dans l'obscurité silencieuse avant l'aube, Phèdre rassembla les alliés autour d'elle avec une attention méticuleuse. Elle connaissait l'importance d'unir toutes les forces disponibles contre Théodoros, celui qui incarnait la menace constante des anciens titans, décidés à préserver leur emprise sur le monde. Parmi les alliés, les Titanides figuraient en bonne place, leurs histoires entrelacées dans le tissu complexe de la lutte à venir. Ces déesses, filles d'Ouranos et Gaïa, représentaient une puissance ancienne, mais non dénuée de sagesse ni de ressources, prête à se joindre à la nouvelle ère promise par Zeus. Eleuthère, le héros principal de cette alliance, écoutait en silence les paroles de Phèdre. Sa détermination était palpable, mais il savait que la guerre ne se gagnerait pas par la seule force. Callirhoé, son fidèle assistant et allié, veillait à ses côtés, prêt à intervenir à tout moment avec sa clairvoyance et son soutien constant. Ensemble, ils formaient un duo équilibré, combinant courage et réflexion. Lysandre, le narrateur, décrivait cette scène avec la voix calme d'un sage. Narrateur qui ne cherchait pas à exciter, mais à transmettre la connaissance profonde des événements. Phèdre poursuivit son exposé en évoquant les autres créatures ralliées contre Théodoros. Parmi elles, les Cyclopes, ces forgerons d'une force exceptionnelle, capables de forger des armes fabuleuses. Leur contribution s'annonçait essentielle dans un conflit où la puissance brute devait être maîtrisée par la stratégie et la précision. Les Hécatonchires, ces géants aux 100 bras, faisaient également partie de la coalition, leur capacité surhumaine étant un atout inestimable. Chaque membre présent possédait un rôle unique dans cette guerre, qui n'était pas seulement une bataille physique, mais une lutte pour l'ordre et le renouvellement. Le précieux savoir de Dox, le sage du passé, fut invoqué pour mieux comprendre l'origine de cet affrontement. Il rappela que la montée de Zeus ne fut jamais un simple renversement brutal, mais une transition complexe marquée par des alliances soigneusement tissées et des rivalités constantes. Théodoros représentait ce refus obstiné du changement, une entité refusant de céder son règne fait d'ombre et de contrôle. Son obstination à conserver le pouvoir incarnait les luttes internes des divinités anciennes, rejetant la modernité que les nouveaux dieux incarnaient. Eleuthère, éclairé par ces récits, ressentait la gravité du moment. Cette guerre ne mettait pas seulement en péril l'équilibre céleste, mais aussi l'avenir de l'humanité. Dans ce contexte, l'alliance des Olympiens, renforcée par l'intégration de Titanides et autres créatures puissantes, prenait tout son sens. Ce n'était pas une simple coalition, mais le reflet d'une époque prête à tourner la page sur un passé révolu. La force collective réunie autour de Zeus témoignait d'une volonté commune de bâtir un monde différent, marqué par l'ordre, la justice et la lumière. Callirhoé partageait cette vision, se tenant toujours à côté d'Eleuthère, prête à apporter conseil et soutien. Leur alliance allait au-delà des liens personnels, elle incarnait une union qui transcendait les différences anciennes.
Dans le calme de leur réunion, chacun reconnaissait la nécessité d'une vision claire et d'une coordination précise pour affronter Théodoros et ses partisans. La lutte se déroulerait sur plusieurs fronts, tant physiques que spirituels, exigeant un esprit de collaboration inédit entre toutes les forces. Lysandre reprit la narration, soulignant l'importance des premières alliances forgées dans l'ombre. Ces alliances comprenaient non seulement les Titanides, mais aussi plusieurs autres entités mythiques souvent oubliées, essentielles à la dynamique de la guerre. L'histoire des rapports entre ces différentes forces donnait une profondeur à la compréhension des enjeux actuels. Le combat de Zeus contre Théodoros reflétait en réalité une confrontation bien plus ancienne, une lutte ancestrale entre ordre et chaos perpétuellement renouvelée. Phédrie conclut son exposé en insistant sur le rôle fondamental de la connaissance dans cette quête. Celui qui maîtrise les clés du savoir détient une puissance que le simple usage de la force ne saurait égaler. La mémoire des anciens, conservée par elle et ses compagnons, nourrissait la stratégie des Olympiens. Sans cette sagesse accumulée à travers les âges, le combat serait voué à l'échec ou à la stagnation dans un cycle sans fin de violence. Le savoir devenait ainsi une arme invisible, prête à être déployée au moment crucial. Dans cette atmosphère paisible et réfléchie, l'alliance des Olympiens incarnait plus qu'une union de forces. Elle était le symbole d'un renouveau, la promesse d'un monde où les leçons du passé guideraient l'avenir. Tandis que les anciens titans, incarnés par Théodoros, se réfugiaient dans la résistance, leur peur de perdre le pouvoir se heurtait à la détermination calme mais inébranlable des nouveaux dieux. La bataille à venir ne serait pas seulement un affrontement, mais un passage obligé pour que le cosmos retrouve son équilibre. Alors que la lumière naissante de l'aurore teintait le ciel, Éleuthère sentit monter en lui la conviction de combattre non pour la gloire, mais pour l'équilibre et la paix à venir. Toutes les pièces étaient désormais en place. Les alliés rassemblés, le savoir partagé, la stratégie définie. L'heure approchait où chaque acteur devrait jouer son rôle au-delà des ambitions personnelles pour que la vérité du renouveau triomphe. Cette histoire se poursuivra dans la prochaine rencontre où les préparatifs prendront forme et où l'affrontement se dessine à l'horizon, prêt à écrire un nouveau chapitre des mythes oubliés. La guerre titanomachie. Le récit de Daphnéon débute par l'évocation des prémices de la titanomachie, cette étonnante guerre qui opposa Zeus et ses alliés aux anciens titans. L'atmosphère était lourde de présages, et le destin des dieux se décidait sur un champ vaste où se croisaient terre et ciel. Éleuthère, observateur attentif, se laissait guider par les paroles du sage, cherchant à comprendre les enjeux au-delà des apparences. Callirhoé comptait alors comment chaque armée déployait ses forces avec précision. Les titans, héritiers d'un pouvoir ancestral, brandissaient une puissance brute, leur taille immense imposant le respect. Contre eux, Zeus rassemblait des créatures plus jeunes, mais résolues, usant de stratégies élaborées basées sur l'agilité et la ruse. Cette confrontation n'était pas qu'un simple choc de force. Elle reflétait une lutte profonde entre ordre ancien et émergence nouvelle. Phédrie, gardienne des savoirs, révélait les conséquences parfois ignorées de cette bataille. Par-delà les exploits, ce conflit bouleversa l'esprit même des dieux. Chaque affrontement modifiait l'équilibre du cosmos, et les tactiques employées portaient en elles les fondations des récits mythologiques futurs. Théodoros, le redoutable antagoniste, incarnait la résistance farouche du passé face au changement inévitable. Dans ce tableau, Lysandre prêtait sa voix pour décrire les gestes marquants des protagonistes. La fureur des combats ne laissait jamais place au désespoir, mais révélait la ténacité d'êtres divins engagés dans un duel
qui semblait durer une éternité. Eudoxe, quant à lui, distillait ses savoirs ancestraux, permettant de saisir l'importance de chaque décision, de chaque mouvement. Une carte mouvante où chaque pièce jouait un rôle essentiel. Les récits s'enchaînaient, dévoilant des épisodes précis où le courage et la stratégie s'entremêlaient. L'âpreté du conflit laissait place à des moments de silence, où Daphnéon insistait sur la réflexion et la patience nécessaires pour saisir toute la complexité de cette guerre. Les Titans ne combattèrent pas seulement pour leur survie. Ils défendaient un ordre cosmique ancien, figé dans la mémoire des âges. Au fil du temps, les forces de Zeus gagnèrent en pouvoir, usant non seulement de la force, mais aussi de la raison pour déjouer les anticipations de leurs adversaires. Callirhoé soulignait les alliances nouées, les trahisons et les retournements inattendus qui rythmaient le conflit. Chaque détail importait, et la victoire ne pouvait être acquise sans une compréhension fine du terrain et des faiblesses ennemies. Les combats s'intensifiaient, mais aussi les sacrifices. Phédrie racontait que certains titans choisissaient la défaite pour préserver un idéal, dans un geste empreint de dignité. Théodoros, fidèle à son rôle, incarnait à la fois la force et la tragédie de ces figures mythiques. La guerre prenait alors une dimension humaine, malgré la grandeur divine des participants, révélant leur vulnérabilité profonde. Lysandre poursuivait en décrivant les instants clés où le destin semblait basculer. Et Éléuther, guidé par Daphnéon, comprenait la nature cyclique des mythes, où la destruction ouvre la voie à la création. Eudoxe mettait en lumière ces transformations invisibles, qui modifiaient peu à peu la structure même du monde mythologique. La titanomachie devenait alors un symbole universel, une métaphore des luttes incessantes entre passé et avenir. Au terme de cette bataille titanesque, un nouvel ordre s'établissait, plus souple, plus dynamique. Les dieux jeunes prenaient place, mais le souvenir des anciens restait vivant, gravé dans la mémoire collective. Callirhoé rappelait que même dans la défaite, les titans donnaient naissance à des forces nouvelles, témoignant d'une perpétuelle renaissance. Le cosmos s'était changé, mais également enrichi. Daphnéon concluait son récit en soulignant l'importance de ne pas se limiter aux récits héroïques traditionnels. La titanomachie, dans ses détails, révèle une richesse surprenante où le courage se mêle à la sagesse, où la force brute rencontre l'intelligence stratégique. Éléuther assimila cette leçon, prêt à poursuivre sa quête de vérité avec une compréhension accrue des complexités divines. La voix de Lysandre s'effaçait doucement, marquant la fin d'un voyage au cœur d'une guerre oubliée. Le calme revenait, laissant place à la réflexion et à une douce méditation sur le temps, le changement et les héritages pérennes. La grandeur des titans et la montée de Zeus formaient désormais un tout, une histoire qui continuait de vibrer au-delà des âges. Ainsi s'achevait ce récit, ouvrant la voie à de nouvelles explorations. Éléuther, fort de cet enseignement, allait bientôt rencontrer d'autres mystères, guidés par Daphnéon, Callirhoé et les voix des anciens. Chaque étape révélait un pan nouveau de la mythologie grecque, celle qui transcende le temps et nourrit l'imaginaire collectif avec la même intensité. Le passage vers la suite était tout aussi paisible que les mots avaient été posés. Le silence devenait complice, invitant à poursuivre la découverte des dieux et des titans dans leurs facettes les moins connues, celles qui éclairent subtilement l'origine du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. La défaite des titans et leur prison dans les temps anciens, Éléuther, sous la lumière tamisée d'un crépuscule silencieux, s'assoit auprès de Lysandre. Celui-ci entame alors le récit sobre de la chute des titans. Figures mythiques oubliées, précipitées dans l'oubli sous la surface de la terre. Lysandre décrit précisément ces entités colossales, nées de Gaïa et Ouranos, leur puissance et l'ordre primordial qu'elles incarnaient avant le bouleversement cosmique. Leur règne,
bien que fort longtemps maintenue, fut ébranlée par une rébellion silencieuse, marquée par une lutte sans éclat ni fanfare, mais révélatrice d'un changement profond dans l'organisation du cosmos. Daphnéon, maître de la sagesse, joint ses réflexions à celles de Lysandre pour expliquer le contexte de ce conflit. Il évoque Ouranos, le ciel étoilé, et Gaïa, la terre nourricière, dont l'union donna naissance à ces êtres titanesques, possédant un pouvoir initial, équivalent à celui des dieux à venir. Pourtant, le déséquilibre s'immisça à travers la figure de Cronos, le plus jeune des titans, dont la crainte d'être détrôné le poussa à agir avec une détermination impitoyable. Cette peur intense entraîna son geste décisif, illustrant la fragilité même des êtres apparemment invincibles. Callirhoé, auxiliaire dévoué d'Éleuthère, rappelle le rôle essentiel de cet affrontement cosmique, la transformation inévitable des forces primordiales. Elle parle du moment où Zeus, le dernier fils de Cronos, réussit à libérer ses frères et sœurs, avalés à leur naissance, et organisa la lutte contre les titans. Ce combat durait une éternité symbolique, non ponctuée par des cris ni des démonstrations spectaculaires, mais par une détermination silencieuse qui bouleversa le tissu même de l'univers. Le récit souligne l'aspect inévitable de ce changement, où l'ordre ancien dut céder la place à un nouveau. Phédrie, veillant sur les archives du temps, insiste sur la géographie mythologique qui découla de cet affrontement. Les titans furent condamnés à une prison éternelle, enfermés dans le Tartare, une région abyssale sous la croûte terrestre, entourée de chaînes indestructibles. Lysandre détaille la nature de ce lieu de supplice, obscur et insondable, qui symbolise non seulement la défaite, mais aussi la persistance d'un souvenir, une ombre portée sur la surface brillante du monde nouveau. Il explique comment cette séparation stricte renforça la souveraineté des Olympiens et assura la stabilité du cosmos en gestation. Éleuthère médite sur les implications théologiques et philosophiques de cette ségrégation. Il explique que la victoire des Olympiens ne fut pas simplement un triomphe militaire, mais un transfert de pouvoir et de conscience. La différence entre titans et dieux demeure fondamentale. Les premiers incarnent la force brute, l'ordre naturel originel, alors que les seconds représentent la justice, l'intelligence et l'harmonie dans leur administration du monde. Cette opposition fonde l'équilibre nécessaire entre chaos et ordre, qui perdure dans les récits transmis jusqu'à aujourd'hui. Théodoros, représentant une perspective plus critique, questionne la légitimité de cette nouvelle autorité olympienne. Il rappelle que certains titans, loin d'être vaincus spirituellement, continuèrent à influencer l'univers par des forces cachées, gardant vivant un principe rebelle. Son discours introduit une nuance importante. La puissance des titans n'était pas entièrement effacée mais réorientée, participant toujours à la complexité des mythes. Cette réflexion ouvre un champ de compréhension plus vaste, où la lutte entre titans et dieux reflète également les tensions internes à la nature humaine. Eudoxe, sage ancien, conclut cette discussion en évoquant les conséquences durables de cette époque ancienne. Il indique que l'instauration du règne olympien inaugura non seulement une ère nouvelle de gouvernance divine, mais aussi le développement des civilisations humaines, liées à ces dieux protecteurs. Zeus, chef incontesté, incarne cette transition majeure, passant d'un univers chaotique dominé par la force à un monde régulé par des principes moraux et sociaux. Cette métamorphose explique bien pourquoi les récits mythologiques continuent d'éclairer les traditions culturelles jusqu'à nos jours. Ainsi, entouré de ses voix et de ses souvenirs, Éleuthère se prépare à poursuivre l'exploration de ce pan majeur de la mythologie grecque. La chute des Titans, loin d'être un simple conte ancien, révèle les fondements d'une vision cosmique, marquant un passage significatif vers ce que l'on nomme désormais l'âge des Olympiens.
C'est dans cette continuité que se trouve la clé de compréhension des récits à venir, où chaque protagoniste porte en lui l'héritage d'un monde en perpétuelle transformation. Le voyage verbal continue alors, doucement, vers ce nouvel horizon, le legs oublié des titans. Le soir tombait doucement sur l'ancienne Argolide, et autour d'un feu discret, Fédry voulait partager un dernier récit. Éleuthère, toujours avide de comprendre les racines profondes de la mythologie grecque, écoutait attentivement. Daphnéon, d'un calme rassurant, évoqua les titans, ces géants mythiques qui régnèrent avant l'apparition de Zeus, non pas comme de simples guerriers, mais comme des forces primordiales de la nature. Fédry expliqua que malgré leur défaite lors de la titanomachie, leur influence ne s'était pas éteinte. Les titans symbolisèrent le chaos originel et l'équilibre fragile entre création et destruction. Callirhoé, qui avait étudié les textes anciens, rappela que des figures telles que Chronos, Océan ou Hyperion incarnaient des éléments essentiels, liés à la terre, aux eaux vastes et au ciel lumineux, des aspects toujours présents dans le monde naturel. Eudoxe, fidèle gardien de la mémoire, fit remarquer que dans les récits, les titans restent omniprésents sous des formes plus subtiles, inspirant la pensée grecque sur l'origine du cosmos. Il souligna que ces divinités, bien qu'oubliées dans les grands récits populaires, sont des piliers de la culture. Cette continuité se trouve dans les philosophies antiques, où l'équilibre entre forces opposées reste une idée centrale. Théodoros, sceptique envers toute réminiscence ancienne, tenta de minimiser leur rôle, considérant que Zeus et ses descendants avaient totalement remplacé ces puissances. Cependant, Daphnéon intervint avec sérénité, montrant que même dans les mythes modernes, les titans apparaissaient comme des archétypes de la résistance au changement, rappelant la complexité du pouvoir et les cycles naturels. Fédry résuma en précisant que l'héritage des titans se retrouve aussi dans les récits cosmogoniques, où ils forment le socle sur lequel s'élève l'univers connu. Leur chute n'était pas une fin, mais une transition vers une nouvelle ère régie par des principes différents. Callirhoé ajouta que ces histoires enseignaient l'importance du souvenir, car elles invitaient à réfléchir sur le passage du temps et l'évolution des croyances. Éleuthère sentit en lui une compréhension nouvelle. Ce n'était pas seulement une histoire de Dieu, mais un miroir de l'humanité face au changement. Lysandre, qui observait en silence, partagea cette idée, évoquant la façon dont les mythes, transmis par la voix des anciens, permettent de préserver une sagesse profonde ancrée dans la mémoire collective. Les paroles d'Eudoxe menèrent à une réflexion sur la manière dont les titans, bien que repoussés, continuent de vivre dans la pensée, incitant à une contemplation paisible des forces qui gouvernent le monde. Fédry conclut que leur existence symbolisait une partie essentielle de l'histoire grecque, souvent négligée, mais jamais vraiment disparue. Alors que le feu s'éteignait lentement, la nuit enveloppait les témoins de ce récit. Éleuthère, apaisé, ressentait que le passé ancien nourrissait encore les racines du présent. Leurs voix s'éteignirent, laissant place au silence, propice à la poursuite d'un voyage intérieur, où l'on peut découvrir à chaque instant de nouvelles vérités héritées des titans et du temps.